Bonjour tout le monde. Donc, je vous propose en fait, c'est un peu une réflexion pour fitter dans cette journée d'études. Donc, ce sera un peu à partir de l'ouvrage que j'ai consacré à Mad Max, donc qui s'appelle Mad Max, l'apocalypse sera motorisée. C'est un petit peu reprendre ce que j'ai pu développer dans le livre, mais euh, en insistant particulièrement sur ce qui est quand même une sorte d'histoire une sorte de capsule de ce que c'est qu'un devenir franchise, les devenirs de la franchise, avec 4 grandes itérations et quantité d'expansion de l'univers, par ailleurs, de toutes sortes de formes. Donc je vais un peu vous inviter à suivre avec moi ces jalons pour essayer donc d'esquisser quelques traits qui pourraient être d'utilité pour la compréhension plus générale des phénomènes de franchisation de l'imaginaire. Alors tout d'abord, nous allons voir, dans la mesure où nous y arriverons à faire tout, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous dis quelles seraient les étapes de cet argumentaire. Tout d'abord, la franchise comme cristallisation. Donc déjà, dès l'origine, avec toute cette question de origine ou non, et la question au fond de l'intertextualité générale, telle que l'a postulé Bakhtin et à sa suite Kristeva et les autres. Donc la franchise comme cristallisation, le recyclage, bricolage culturel des différents de différentes œuvres qui convergent autour d'un thème forme dominant qui va captiver l'imaginaire social. Et ça, ce serait la première itération, donc ce qu'on peut observer avec Mad Max. Ensuite, il y a la franchise comme forme première d'exploitation de cette cristallisation qui ouvre la voie à une déclinaison paragénérique. Et c'est là où, par exemple, la notion qu'utilisent les Italiens de filone, le filon, donc qui vient du vocabulaire de la minier, l'idée d'exploiter un filon me semble presque plus adéquate pour ces phénomènes de déclinaison paragénérique que le terme qu'on utilise souvent, qui est plutôt statique, qui serait celui de sous-genre. Et là, c'est Mad Max 2 et toutes les itérations que ça a produit avec le cycle dérivé de ce qu'on peut appeler sous différentes formes la Mad Max exploitation ou ce que TV Tropes appelle d'une façon assez drôle le apocalypse. Donc le recyclage au carré et le succès mémétique d'un univers diégétique qu'on pourrait synthétiser comme le western motorisé post-apocalyptique avec des codes génériques et essentiellement une iconographie. Et puis, il y a une troisième étape dans l'histoire de Mad Max qui correspond à un troisième stade des franchises, qui est donc sa blockbusterisation. Mad Max 3 correspond à l'émergence du phénomène même du blockbuster, avec là aussi des transformations substantielles de la saga à l'intérieur de l'œuvre, mais aussi avec une deuxième vague d'exploitation paragénérique internationale globalisée. Puis il connaît une phase de décadence. Il y a non seulement un grand hiatus de la série Mad Max comme telle, mais il y a aussi une sorte de grand hiatus de tout l'imaginaire Mad Maxien. Tous les rip-offs post-apocalyptiques connaissent une sorte de hiatus aussi. Alors évidemment, on a pu analyser ça avec le déclin de la hantise nucléaire, avec la fin de la guerre froide, mais aussi la fin d'un cycle important dans Mad Max qui serait celui de la youth exploitation, de la représentation de la déviance juvénile qui avait sévi depuis la guerre froide, depuis les années 50, et en général aussi avec des transformations de l'industrie et la fin d'une certaine économie du cinéma bis. Et puis ensuite, la quatrième itération, qui est donc cette refondation triomphale de la franchise dans un contexte qui est là le nôtre, qui est celui
sur lequel on a déjà parlé beaucoup aujourd'hui. Donc toutes ces franchises transmédiatiques, nouvelles formules, avec donc la mutation, réinvention des coordonnées idéologiques premières dans le contexte d'une nouvelle vague globale, post-apocalyptique, d'une esthétique aussi postmoderne, du cinéma pyrotechnique tel que l'avait défini Laurent Julier, mais dans sa version 2.0. Et c'est là où nous sommes face à un nouveau cycle d'expansion de cet univers et ce qu'on pourrait appeler un new beginning. Donc voilà très très sommairement le résumé de ce que je pourrais vous présenter aujourd'hui et qui peut encore une fois nous servir pour réfléchir un petit peu à la fois à l'histoire de certaines grandes franchises, pas seulement Mad Max, mais aussi peut-être pourrait nous aider à essayer de dégager certaines lois de fonctionnement des franchises. Donc à l'origine, il y a l'accident routier, catastrophe routinière érigée en fétiche civilisationnel. Médecin dans une salle d'urgence à Sydney, George Miller y est confronté à quantité de blessures et de décès provoqués par des sinistres de la route. En Australie, expliquera-t-il, nous avons une culture de la bagnole exactement comme les Américains ont une culture du flingue, le culte de la voiture, de la violence par la voiture. Le rapprochement est d'autant plus éloquent qu'il ne fait pas référence à la car culture états-unienne, mais bien à son obsession des armes. Il ne fait pas la comparaison entre le culte de la voiture australien et le culte de la voiture américain. Il compare le culte de la voiture australien avec le culte des armes aux États-Unis. Et c'est vraiment quelque chose dont il est tout à fait conscient et à plusieurs niveaux. Donc, insistant sur l'aspect spécifiquement thanatique que la première a pris en Australie, de par une tendance à la délinquance automobile pratiquée comme un sport national qui consiste, je le recite, à se saouler, à prendre sa voiture, à traverser des centaines de kilomètres pieds au plancher. Ces jeux de kamikaze sont réels, je n'ai changé que le décor. Déviation perverse du rêve national, l'Australie moderne s'étant identifiée à sa motorisation dès les années 1920, alors que la voiture incarnait, je cite Tranter, la promesse de vaincre le bush hostile et étranger, arme triomphante de la bataille coloniale. Si la mission de l'État australien se présente dès alors avant tout comme la gouvernance d'un territoire enfin aménagé par la machine, promesse d'un avenir radieux fondé sur des solutions technologiques, l'anarchie motorisée prend tout son sens de pure négativité hegelienne. On revient. Comme Cronenberg, son contemporain strict, ce jeune médecin va se faire le nosographe d'une maladie de civilisation. L'idée en soi n'était pas nouvelle, l'accident de la route étant devenu au fil des 60s un puissant emblème de la pulsion de mort au cœur même des sociétés de l'opulence. Alors là, j'avais toute une série, bon, évidemment, vous allez reconnaître des œuvres de Warhol avec les Red, Silver, Orange Car Crash. Il y a donc les compressions dirigées de César, il y a le Car Crash de Jim Dine, il y a Ballard qui fait son expo Crashed Cars en 1970 et qui va évidemment consacrer la grande œuvre de la catastrophe automobile et de sa fétichisation qui est donc Crash. Dont on pourrait souligner les ressemblances d'ailleurs avec un certain imaginaire Mad Maxien. Avec cette idée donc qu'exprime Ballard, Crash ne traite pas d'une catastrophe imaginaire, mais d'un cataclysme érigé en institution dans toutes les sociétés industrielles, tuant chaque année des milliers de personnes et en blessant des millions. Pouvons-nous voir dans l'accident de voiture des moyens jusqu'ici inimaginables d'explorer notre propre psychopathologie. Et donc avec toutes ces belles couvertures de Crash des 60s et encore une œuvre que Ballard avait présentée dans son exposition historique sur les crashed cars. Par le biais de l'anticipation, l'accident routier va devenir la matrice autour de laquelle gravitera tout l'univers Mad Maxien, puis le sous-genre post-apocalyptique qui en découlera. Deux tendances Mad Maxiennes. C'est pas toutes les œuvres post-apocalyptiques ne suivent pas la voie Mad Maxienne. Et la caractéristique de la voie Mad Maxienne, c'est précisément de faire l'emphase sur la motorisation. Dès le premier opus de 1979, encadré par les spectaculaires sinistres de Knight Rider et de Two Cutter, tout cela va carburer au fétichisme du trauma routier, autant dans la prolifération et esthétisation des multiples accidents filmés, que dans le rôle dévolu aux innombrables cascades, érigées en véritables piliers de la représentation et principal atout commercial du film face à ses concurrents à plus gros budget. Les cascadeurs, notamment Grant Page et Jerry Gosling, seront les génies invisibles de ce cinéma dit significativement d'action. Et ils deviendront aussi légendaires que les voitures elles-mêmes qu'ils explosent. Et je rappelle que c'est 14 véhicules qui furent détruits pour le premier film.
Et sur cette scène donc, que je vais juste vous montrer parce que c'est la scène d'inauguration et que c'est la scène d'inauguration carrément de l'imaginaire de Mad Max, très différent d'ailleurs pour beaucoup de gens qui n'ont pas vu le premier, ça peut surprendre parce que ça peut ne pas sembler a priori très Mad Maxien, mais c'est bel et bien la matrice. D'ailleurs, un des premiers textes critiques consacrés à Mad Max signalera, je cite, « Il est moins intéressant en tant qu'histoire sur des gens qu'en tant que mariage entre les machines d'un réalisateur, sa caméra, ses outils de montage et les machines motorisées, voitures, motocyclettes, qu'il filme. Les véhicules, fortement fétichisés, deviennent des personnages à part entière, le V8 Interceptor étant, comme les montures de l'épopée, tout aussi héroïque que son conducteur, ce dont témoigne le titre même de la version italienne, qui est avec Interceptor. Tandis que leur conducteur se présente souvent comme leur simple extension organique. « Je suis une machine de suicide injectée de fuel », s'écrit le Knight Rider. Symbiose exemplifiée par le trope, hérité des films de délinquants juvéniles, de la guerre des nerfs entre les conducteurs ainsi qu'entre leurs engins. Donc en cela aussi, Miller s'inscrivait dans une tradition locale découlant de la car culture australienne. Je vais continuer à vous parler parce que c'est une longue séquence. Vous pouvez soit voir la séquence, soit m'écouter, soit essayer de faire du multitasking. Mais en tout cas, c'est vraiment l'emblème, l'inauguration de l'univers Mad Maxien. Alors tout simplement, dans la diégèse, ce qui est assez intéressant, c'est que ce qui peut vous sembler peu Mad Maxien, c'est que ça, c'est au fond quelques années après la sorte d'apocalypse sur laquelle je vais revenir. Et donc, la société ne s'est pas entièrement recomposée autour des voitures. Donc, on voit vraiment la genèse de comment cette société post-apocalyptique devient. Bon, le doublage est très drôle en français, d'ailleurs. Comme le signale Tarantino, en hommage peut-être involontaire au crash de Ballard, personne ne sait filmer. Ça peut continuer. Personne ne sait filmer une voiture comme dans les films d'exploitation, donc l'exploitation australienne. Ils arrivent à les braquer avec des angles si fétichistes qu'ils donnent envie de se branler. Ça, c'est Tarantino qui avec son franc-parler. Les accidents deviennent alors, dans cette nouvelle pornographie qui réinvente consciemment l'histoire kinétique du 7e art, indissolublement liée à la forme-force de la course-poursuite, l'équivalent d'orgasmes spectaculaires. Une chase movie, d'ailleurs, va être tout particulièrement décisive de par son abstraction même dans l'orchestration visuelle Mad Maxienne. C'est un grand classique aussi revendiqué par Tarantino, Vanishing Point, de 71, de Richard Sarafian. Une scène centrale de cette course ininterrompue vers l'oblitération sera reprise presque plan par Miller dans l'introduction, dans ce qu'on est en train de voir, où deux policiers de la Main Force Patrol cherchent en vain à intercepter le suicidaire Knight Rider. L'hommage devient une déclaration d'intention, puisque de même que le dernier héros de la liberté, il devient une simple machine de suicide injectée de fuel, le point final du film de Sarafian, qui, comme disait Toré, prend acte de la fermeture irréversible de l'espace américain et avec lui d'un élément constitutif de la geste de la nation américaine, devient l'ouverture d'une dystopie où la route est devenue une furieuse et paradoxale stase et extase d'énergie consumée. Donc la course-poursuite devient course vers la collision. D'aucuns appelleront ça le crash and burn, pur cauchemar à répétition. Sous le signe mortifère de l'accident, Mad Max devient l'envers dantesque de l'alliance essentielle entre l'image-mouvement et la voiture, vecteur de l'âge de l'accélération, selon Virilio, issu comme le cinéma qui s'en inspire pour son mode de fonctionnement industriel des années vertige qui inaugurèrent le XXe siècle. L'œuvre millérienne dévoile la part maudite du culte cinématographique de la vitesse et partant de la mythologie sociétale qui s'y incarne, telle que Jean Baudrillard l'avait clairement exposée dans son étude pionnière sur la société de consommation, publiée l'année même de Crashed Cars de Ballard. Et il y a donc une belle citation de Baudrillard, mais je ne vais pas la relire entièrement, mais beaucoup sur l'idée que ce qui est fascinant dans la voiture, c'est précisément la possibilité de l'accident, puis ce culte de la destruction. Il y a une tendance profonde, c'est la dernière phrase, dans la consommation à se dépasser, à se transfigurer dans la destruction. C'est là qu'elle prend son sens. Mad Max sera l'illustration ultime de ce dévoilement dont la saga participe dans le cœur même de son dispositif. Comme l'écrit Charette, la culture automobile de l'Occident est vue comme l'image d'une obsession-compulsion collective qui pousse l'humanité vers un comportement névrotique et éventuellement suicidaire. Les débris de voitures, qui constituent le cœur
de l'iconographie de Mad Max, est à la fois un monument à cette identification fétichiste et une tentative de dévoiler les pulsions qui traversent la mystique de la technologie. Pour que celle-ci prenne finalement corps, il fallait joindre à l'accident routier une autre hantise civilisationnelle. Les effets du choc pétrolier de 1973 jouèrent le rôle de détonateur, comme le rappelle le co-scénariste James McCausland. Je cite, une série de grèves pétrolières qui affectèrent plusieurs pompes à essence révéla la férocité avec laquelle les Australiens étaient prêts à défendre leur droit à remplir leurs tanks. De longues queues se formèrent dans les stations où il y avait encore de l'essence, et quiconque essayait de sauter son tour faisait face à une violence brutale. George et moi écrivîmes le scénario basé sur la thèse que les gens feraient presque n'importe quoi pour garder leur véhicule sur la route et sur les postulats que les gouvernements n'envisageront les coûts élevés d'une infrastructure d'énergie alternative que lorsqu'il sera trop tard. Au-delà de la simple anecdote, nous reconnaissons là l'impact mondial du choc pétrolier, mais aussi du célèbre rapport du Club de Rome en 1972 sur, le titre même du rapport était « Les limites à la croissance », traduit en français par l'éloquente interrogation « Halte à la croissance ». Sonnant le glas du triomphalisme des 30 Glorieuses, basé sur la croyance béate en une croissance économique illimitée, ce rapport introduisait brutalement dans l'imaginaire culturel un sombre horizon marqué par la finitude énergétique des ressources du système monde. Plaque tournante de la conscience écologique, qui marque pour certains le début de l'éco-catastrophisme, cet horizon allait transformer le trauma de la violence routière en véritable dystopie. La voix off, qui va ouvrir le deuxième volet de la saga, que l'on saura être celle du gamin féral, synthétise parfaitement cette vision. Je cite, « Pour comprendre qui était cet homme, il faut revenir à une autre époque, quand le monde tournait au carburant noir et que florissaient dans les déserts des grandes cités de tubes et d'acier, disparues, maintenant balayées. Pour des raisons aujourd'hui oubliées, 2 puissantes tribus entrèrent en guerre, allumant un brasier qui les dévora toutes les deux. Sans carburant, elles n'étaient rien. Leur empire était de paille, le grondement des machines octa et s'éteignit. Les chefs parlèrent et parlèrent et parlèrent encore, mais rien ne pouvait endiguer le désastre, leur monde s'écroula. Les villes explosèrent, provoquant une tornade de pillage, un vent brûlant de terreur, l'homme commença à se nourrir de l'homme. » Bon, citation de Hobbes, de Homo homini lupus. Sur les routes régnait une ligne blanche de cauchemars, seuls les plus mobiles charognards, les pillards les plus impitoyables survivaient. Les bandes prirent le contrôle des routes, prêtes à se faire la guerre pour un bidon de carburant. Dans ce maelstrom de pourriture, le commun des mortels était brisé, écrasé, des hommes comme Max le guerrier. Voilà exposé le mythe tel qu'il allait triompher dans l'iconosphère planétaire, l'apocalypse motorisée. S'ajoutant au spectre, somme toute banalisé, de la bombe atomique, l'idée de la panne dans la machine s'incarne dans l'image matricielle de la route abandonnée où s'affrontent les pitoyables résidus de l'ère pétrolière. Par un paradoxe post-apocalyptique qui n'est pas sans évoquer l'image tout aussi satirique des cohortes de zombies errant encore dans le centre d'achat de Dawn of the Living Dead de 1978, on assiste à la perpétuation frénétique des gestes mêmes qui ont provoqué la crise de civilisation. La guerre du pétrole jouait désormais dans des dérisoires microcosmes tribaux, le fétichisme de la consommation réduit à sa propre destructivité. Que le cinéma des années 70, traversé par une explosion d'énergie qui tourne à vide, culmine dans cette fable où l'arrêt de la grande énergétique enclenche une libération de petites énergies autotéliques et suicidaires, est en soi symptomatique. L'accident routier n'y est plus simplement l'entropie catastrophique inscrite dans le système, mais le destin ultime de celui-ci. Son horizon apocalyptique est comme sa vanitas. Seul survivant de ce monde fini, il en devient la parodie grotesque, signe d'un nouveau struggle for life, où les hommes, asservis aux machines qu'ils doivent à tout prix nourrir, conduisent celles-ci à des brutales collisions qui tiennent lieu de déprédation sociale. Voler l'essence et tout ce qui peut en être recyclé, tuer et ou violer ses occupants, dans un cycle infernal sans cesse recommencé. Cette dystopie, c'est Mad Max 2 qui va parfaitement la cristalliser, formant la matrice de toutes celles qui allaient la singer dans des multiples imitations. Mais elle était déjà là en gestation dans le premier film, que l'on peut voir rétrospectivement comme un véritable précis de décomposition, pour citer Sioran, de la société de l'opulence. On est dans une phase de raréfaction, en un temps au fond littéralement apocalyptique, quelques années dans le futur, où divers indices évoquent la catastrophe en cours. Alors que les routes qui jalonnent le gigantesque wasteland sont devenues les artères contestées d'un nouveau Far West sans foi ni loi au milieu de patelins dépeuplés qui virent peu à peu au ghost town, les ruines délabrées des Halls of Justice sont le parfait emblème de la déréliction des institutions étatiques, involution du contrat social vers un état primitif hobbesien, où la vie de chacun est redevenue, comme chez Hobbes, solitaire, misérable, cruelle, animale et brève.
Entre les deux films, Mad Max et donc les deux premiers Mad Max, entre les deux films, le spectre de l'anomie avait envahi l'Occident. Si la jeunesse paupérisée trouve dans l'appétit de destruction punk, je ne sais pas ce que je veux, mais je sais comment l'obtenir, je veux détruire, chanter les Sex Pistols, l'emblème de la révolte désenchantée sur fond de No Future, la révolution conservatrice, elle, criminalisait la débâcle sociale pour faire du retour à l'ordre le noyau dur de son programme. La hausse relative de la criminalité est alors présentée comme l'effet du développement même du welfare state, et le discours disciplinaire de la criminologie se fait complice de cette mystification idéologique, notamment sous la plume de Patricia Morgan dans Delinquent Fantasies de 1978. L'extrapolation de l'anomie qui hante le discours social trouve de fait un terreau fertile dans le cadre post-apocalyptique. L'imaginaire de la fin, qui est presque toujours celui d'un nouveau recommencement, traduit ce dernier par une régression à la sauvagerie première, qui réactive à l'occasion le mythe décadent des barbares partis à l'assaut d'une civilisation périmée. La méchante question que toutes ces œuvres postulent est bien, comme le signale Combo, est-ce que la simple survie suffit, ou bien perdons-nous, au nom de l'autopréservation, tout ce qui en nous vaut la peine d'être préservé. Et là, j'avais plusieurs... il y a vraiment plusieurs, à la fois, influences, donc les biker movies, avec l'évolution de l'imaginaire de la délinquance juvénile, tel qu'incarné par Brando, etc. Des influences un peu plus folles, mais qui sont très proches de la kinétique de Miller, et dont on voit un peu, finalement, dans Fury Road, comment il est revenu à cette sorte d'obsession de la vitesse, etc., qui pouvait venir à la fois, non seulement de films comme celui que je citais, Vanishing Point, ou les biker movies, mais qui pouvait venir aussi du burlesque et de ses différentes déclinaisons, comme la série culte. Alors ça, c'est une des affiches de Vanishing Point. Une autre affiche de beaucoup de films post-apocalyptiques qui font intervenir, avant Mad Max, l'imaginaire motorisé. Donc là, c'était un petit peu pour No Room to Run, No Place to Hide, Madnet by Fear, They Turn Against Each Other. On voit comment, finalement, la première mouture de Mad Max est, comme je le disais tantôt, une cristallisation, et comment c'est cette cristallisation d'un imaginaire social, de lui donner vraiment sa forme ultime, c'est ce qui va permettre de lancer la franchise, dans le sens que c'est cette idée-là, par-dessus les autres itérations, comme ça aussi un autre film culte des années 70, The Ultimate Warrior, Yul Brynner, de voir comment, quand une franchise fonctionne un petit peu comme un brand, c'est quand non pas quand il fait pour la première fois un produit, mais quand il réussit à en être l'image quintessentielle. Donc un autre qui avait introduit tout cet imaginaire dystopique de la route Panic in Year Zero. Ravagers, paru la même année avec 91, Civilization is Dead. Bon, nous avons survécu. Certains d'entre vous même sont peut-être nés à ce moment-là. Violence, Hunger and Horror and Rampant, There is no law, all there are left are bands of ravagers. Donc bon, tout cet imaginaire qui est très, très... avec les voitures, encore une fois, le contexte, même Weekend de Godard, qui est aussi qui prend aussi l'image de la catastrophe routière comme emblème. Un autre grand film australien culte, The Cars That Ate Paris, auquel Miller va rétrospectivement faire hommage dans Fury Road, dans certains, Death Race 2000, un grand classique, Damnation Alley aussi. Donc tous les pulps qui faisaient des bikers des figures de nouveaux barbares, et donc Barbarians on Bikes. Donc tout cet imaginaire était là depuis pratiquement les années. C'est d'ailleurs le titre du premier grand article sur les Hells Angels. C'est précisément, s'intitule Barbarians on Bikes, et ça donne lieu à cette sorte de trope absolue. Mais ça, c'est des exemples des Men's Adventure Magazines où il y avait cet imaginaire qui était représenté. Et même donc dans des films plutôt considérés comme d'horreur, de survival horror, qui ont influencé aussi Mad Max, tels que The Hills Have Eyes, des bandes dessinées de l'époque comme Kid Rule OK, qui a d'ailleurs qui a été censuré et qui a valu la fermeture d'une publication mythique anglaise, qui a donné lieu après à AD 2000, et donc là où apparaît précisément Judge Dredd, qui est aussi une sorte de parallèle de Mad Max. D'ailleurs, un des labels, un des taglines pour lancer Judge Dredd, ce sera Dirtier than Harry, Madder than Max.
la publicité lors de sa première réédition. Donc, tout cet imaginaire donc, va se cristalliser dans le premier, mais c'est véritablement le deuxième qui va le transformer en franchise. C'est The Road Warrior, donc de 81. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'ambivalence de ces imaginaires, comme souvent le cas dans la culture populaire, à la fois la fascination, la fétichisation de la délinquance, mais aussi la fétichisation de l'ordre, ou dans le sens où Mad Max est précisément un vigilante, mais où il y a, même dans le terme Mad Max, dans son nom, il y a cette sorte ça se présente presque comme un oxymore, et c'est un policier qui est rendu fou de douleur par le fait que une bande de motards assassine sa famille. Et à partir de ce moment-là, il devient un représentant de la loi dans le premier Mad Max, mais un représentant de la loi qui fonctionne de facto comme un justicier, et non plus du tout comme un représentant d'une quelconque loi. Donc à la fois, il y a la séduction d'un certain fascisme que l'on voit dans cette époque-là avec Death Wish, Harry, etc., etc., et la fascination, au contraire, de la révolte punk, et les deux fonctionnent de concert. Un célèbre article de Philip Adams de l'époque, qui s'intitule « The Dangerous Pornography of Death », présente le film de Miller, le premier, comme un mélange de l'orange mécanique et un nombre indéterminé de films d'accidents, car smash movies, produits par Roger Corman, donc les films de bikers. Et il dit « ça ne saurait plaire qu'aux violeurs, sadiques, tueurs d'enfants et autres Manson en herbe ». Et donc là, c'est assez curieux, parce que, évidemment, c'est le mythe de Manson qui met fin au mythe de la contre-culture hippie, disons, sous sa variante utopique optimiste, et qui enclenche le cycle dystopique des années 70. Ironiquement, évidemment, tous les publicistes de Mad Max vont utiliser le tagline de Philip Adams, et ça va faire partie de leur campagne promotionnelle. Et ça va faire partie donc de la franchisation de l'univers de Mad Max, de dire que ça ne peut plaire qu'aux violeurs, sadiques, tueurs d'enfants, etc. C'était l'emblème du badass absolu de l'époque. Anomie filmique et sociale se rétroalimentent ainsi parfaitement. Parmi les accusations, il va y avoir donc les accusations du bord de la représentation de la punkitude, mais aussi du fascisme. Et donc, ça va aussi être un film qui va être taxé de fasciste. Et le même auteur dit l'épopée du docteur Miller, puisque c'est un vrai docteur à l'origine, comme je vous disais, l'épopée du docteur Miller a toute l'élévation morale de Mein Kampf. Bon, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, et il utilise la reductio ad Hitlerum traditionnelle. Et propos illustrés dans l'article par la photo de l'assaut brutal de la voiture du couple par la vue du top-cutter. Le film sera d'ailleurs classé X en France et tronqué de 6 minutes pour cause d'incitation à la violence. Et Donald Perry, dans Cult Movies, qui est le premier livre vraiment consacré à l'image des films cultes, et qui en quelque sorte les baptise sous sa forme contemporaine, il a par contre la vue de sa possible postérité, et il dit « I believe that it could be the start of an international craze equal to that caused by Italian westerns and Chinese kung fu movies ». Donc c'est le premier à avoir la perception que dans ce film-là, de très low budget, qui peut sembler juste un film d'exploitation parmi tant d'autres, qu'il y a la base de réécriture multiple, qu'il y a la base, au fond, de la génération d'itération. Et The Road Warrior de 81 se présentera d'emblée comme un nouveau départ de la saga pour des raisons avant tout marchandes. En fait, c'est parce que il y avait eu un succès international, sauf aux États-Unis. Très paradoxalement, c'est un film qui avait échoué de par la distribution, précisément par American International Pictures, donc la compagnie de Corman, qui était celui qui faisait les films de biker de l'origine. Ça avait été doublé, puis ça n'avait vraiment pas marché. Alors les Américains ne voulaient pas présenter ça comme une suite, ils ne voulaient pas présenter ça comme Mad Max 2, ils ont présenté ça comme Mad Max The Road Warrior. Pour beaucoup de gens, ça va être ça la version canonique, et c'est véritablement ça qui est la version franchisée, si l'on veut. Et donc, c'est d'abord des raisons marchandes, mais Miller, comme tous les génies des franchises, finalement, de Ghost in the Machine, il va les transformer, ces impératifs commerciaux, en impératifs mythopoétiques.
Et on va passer du régime de la Exploitation, film petit budget, etc., au grand spectacle hollywoodien. Et il va le transformer en une véritable mythologie, de façon très consciente. Et dans le premier film, il explique qu'il était plus réaliste, plus en continuité avec le monde que nous connaissons. Mad Max n'était pas situé aussi nettement dans l'anticipation métaphysique. Et c'est la transition vers le marché américain qui va donner une transformation de genre. Ce wasteland, ce pays du désert où il erre, est maintenant une civilisation fantastique, dit-il. Donc il y a vraiment un changement de régime. Le premier était beaucoup plus une sorte de admonitory tale, une sorte de prémonition ou de mise en garde, etc. Dans une logique de cinéma, somme toute, à la fois d'exploitation, mais aussi qu'on peut dire quand même contre-culturel ou contestataire. Alors que The Road Warrior s'inscrit d'emblée dans le spectacle hollywoodien et dans la fantasmagorisation, si l'on veut reprendre le terme de Walter Benjamin. D'emblée, le mythe est à la fois condensé et refondé. Affranchi des structures antérieures, l'apocalypse motorisé bat son plein. C'est ça qu'on associe vraiment avec Mad Max, c'est vraiment The Road Warrior plus que la première œuvre. Mais on se prive à la fois d'une grande œuvre quand on ne l'a pas vue, et on se prive aussi de la genèse de cet univers-là. Et c'est ça qui est intéressant. La plupart des reprises ne fait que reprendre l'idée d'un univers ultérieur avec des barbares, etc., sans expliquer comment on en est arrivé là. Alors que Mad Max, c'est vraiment cette opération, l'original. Le paysage dévasté suggère cette fois-ci une sorte de catastrophe planétaire, peut-être nucléaire, mais Miller s'est toujours refusé à l'hypothèse convenue du nucléaire. Sauf que le désert en soi rejoint l'imaginaire post-atomique. Les bikers sont devenus des nouveaux barbares post-punk, leur monture des voitures ensauvagées qui évoquent des véhicules archaïques tels les chariots antiques du péplum et dénotent le recyclage précaire des anciennes technologies auxquelles cette anti-civilisation a recours. C'est que la sauvagéité est devenue le nouvel emblème des antagonistes, s'alignant délibérément sur l'iconographie western. Comme les Indiens, ils portent plumes, crêtes iroquoises et peintures de guerre. Ils tirent des flèches en poussant des cris de gorge. Nomades, ils parcourent le désert, pillant et tuant, assiégeant le fort isolé des civilisés aux ordres du seigneur du désert, Lord Homungus, sorte de gladiateur primitif qui, avec un masque d'acier tout autant SM que slasher, d'ailleurs Jason avait pris d'assaut les écrans l'année précédente, dans le premier vendredi 13, il est le lointain héritier du chef guerrier de la prisonnière du désert. Ils effectuent une danse de la pluie barbare, suivie de la cruelle crucifixion d'un couple de colons, image emblématique de la propagande colonisatrice qui, depuis le temps des grandes découvertes, réactive le martyrologue chrétien et alimente l'extermination violente des sauvages. Enfin, leur violence anarchique tient lieu de fragiles contrats sociaux, les malheurs de leurs confrères ne provoquant que leur rire sarcastique. Ce néoprimitivisme futur est clairement associé à l'anarchisme punk, stade ultime de l'anomie qui a fini par saper le processus de civilisation. La même année, un célèbre documentaire sur la scène punk s'intitulait d'ailleurs « The Decline of Western Civilization ». Affublé d'accessoires et de costumes inspirés de l'imaginaire punk et new wave, mais aussi des sous-cultures leather et bondage gay qui deviennent progressivement visibles, comme en témoignera le clip Relax de Frankie Goes to Hollywood, les méchants s'érigent en représentants forcément dégénérés de la contre-culture. Leurs pratiques sont, comme leur accoutrement, une somme de déviance. À la sortie du film en France, d'ailleurs, le critique Michel Pérez ne s'y trompait pas. Je cite « Les méchants forment une bande de motards anarchiques. Par-dessus le marché, leur accoutrement, qui tient du fétichisme punk et de l'attirail propre aux Leathermen, donne à penser que leurs pratiques sexuelles ne sont pas orthodoxes. » Mad Max 2 traite le milieu gay de la même façon qu'Hollywood caricaturait les vieux sauvages de l'Ouest en païens immoraux, écrit Wynne, tous deux étant fabriqués comme aberrants, dangereux et menaçant le status quo et les valeurs conservatrices. Autres culturels méritant l'annihilation. Face à eux, les survivants qui font figure de settlers coloniaux, synthèse improbable de baba cool aux tuniques pré-raphaélites, et de princes du pétrole. Miller les appelait lors du tournage les Gucci Arabs, donc les settlers. Paradoxe qui fait écho à l'ambivalence face à la OPEP, vue à la fois comme menace tyrannique d'une nouvelle élite, de surcroît étrangère, et comme source du mana nécessaire à la bonne circulation de l'Occident motorisé. Cette communauté sédentaire, érigée en gardienne de la flamme pétrolière de l'ancien monde, est assaillie par les tribus du nouveau, meutes nomades de chiens de guerre qui ne savent que piller les ressources restantes de la civilisation extincte.
D'ailleurs, une analogie punk assez drôle, c'est que le terme dont s'abroge Homungus, c'est Ayatollah of Rock and Roll. Donc c'est assez rigolo. Puis ça fait allusion, sans qu'il le sache, à une grande chanson punk espagnole que je ne vous mettrai pas malheureusement. Mais cette opposition classique du western, où les habitants de la ville se retranchent dans la défense de leur hameau menacés par les outlaws ou les Indiens, qui sont associés aux éléments hostiles et incontrôlables du paysage environnant, est minée par l'ironie sournoise de Miller. Ces hippies pétromonarchiques aux habits liturgiques, version New Age, se défendent aux lance-flammes et leur rêve d'avenir est ironiquement emblématisé par une carte postale d'une pin-up dans la Gold Coast australienne. Oui, je vais peut-être passer à YouTube en fait. Ok. Pour pas se compliquer la vie. Entre les deux groupes en conflit s'élève Mad Max, qui est dramatiquement coupé de son histoire antérieure, et c'est là où c'est intéressant, parce que pour vraiment lancer la franchise, il va falloir abandonner l'histoire originale, ou en tout cas la subsumer, mais en quelque part en la silençant, parce que ce qui est intéressant dans le Road Warrior, c'est que Mad Max n'est plus un ancien policier qui est devenu fou et qui est devenu aussi hyper violent, voire plus que ceux qu'il pourchasse. Il est tout simplement le guerrier de la route, le titre américain, incarnation du parfait Lonesome Cowboy, version homme sans nom, mal fatal qui entraîne un incurable malheur qui le met à part du commun des mortels. Donc Mad Max, au fond, devient mythique en reniant ou en déniant ou en oubliant ses origines initiales. Le Mad Max qu'on va connaître comme matrice vraiment mythopoétique, c'est cette variation autour de l'homme sans nom, autour du cow-boy et du guerrier anonyme. Il devient un homme vidé, consumé, ravagé, c'est le terme de la voix off, un homme hanté par les démons de son passé, un homme qui errait sans but par les terres désolées. Et c'est là vraiment la figure de Mad Max telle qu'elle va être reprise jusqu'à Fury Road. On reconnaît là le type même du gunfighter, troublé psychiquement, isolé de la société normale par quelque chose de sombre dans sa nature et où son passé nous rappelle Richard Slotkin, figure liminaire entre l'univers des Outlaws et celui des Settlers. Il est trop proche des Outlaws pour les Settlers, mais en même temps, il a le code de l'honneur de la civilisation, contrairement aux Outlaws. D'ailleurs, son shotgun scié, instrument de la vengeance finale dans le premier opus, est devenu ici attribut iconique du héros, et c'est un hommage direct à Steve McQueen dans une célèbre série western devenue culte aussi, Wanted Dead or Alive. D'ailleurs, que reprenait aussi Clint Eastwood dans la saga de Sergio Leone, qui avait d'ailleurs pensé initialement à Steve McQueen à cause de Wanted Dead or Alive. Donc, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire là encore, mais ce qui est intéressant, donc d'un côté, c'est le fait que pour que ça devienne vraiment une franchise, on isole le côté de, à la fois l'inscription trop claire dans l'univers australien de façon culturelle, à la fois l'aspect contre-culturel initial, et c'est en s'alignant sur un grand récit, le grand récit du cowboy américain, que finalement on va avoir une mouture pour une franchisation réussie. Le film suit le chemin vers la rédemption et indissolublement l'héroïcité de Max en une réécriture post-apocalyptique du grand western classique Shane, 53, rendu explicite par le rapport avec le gamin féral, avatar ensauvagé du petit Joey, tout aussi idolâtre du gunfighter salvateur qui lui tient lieu de figure paternelle. Et tous deux sont, de fait, les narrateurs de l'histoire, magnifiés par leur regard enfantin. Le vigilante cruel va ainsi se transformer en héros salvateur selon le célèbre schéma campbellien, suivi religieusement par Miller dans ce film-là, à la suite de Lucas, qui avait entièrement bâti sa saga intersidérale sur la quête héroïque telle que présentée dans The Hero with a Thousand Faces. Donc, c'est la théorie du monomythe qui finalement fait que Mad Max va triompher comme franchise, de la même façon que c'est la théorie du monomythe qui a fait que Star Wars triomphe, prétendant synthétiser toutes les traditions héroïques indépendamment des cultures et des époques en une série de schèmes archétypaux.
Et on peut faire une analyse complètement monomythique de World Warrior, l'appel à l'aventure, le refus initial, l'aide au mentor, qui ici est le capitaine Giraud, l'affranchissement de celui-ci, les épreuves initiatiques jusqu'à l'ordalie, point ultime de la déréliction du héros, sauvé in extremis par Giraud descendu du ciel, et l'accomplissement de l'objet de la quête, qui est de permettre la fuite des colons, tout en provoquant la destruction biblique de leurs persécuteurs. Et donc, c'est la théorie prétendument universelle du monomythe qui s'appliquait parfaitement aux visées hégémoniques des nouveaux blockbusters dont va participer The Road Warrior, qui visait le public planétaire de la globalisation en germe, s'érigeant en mythe du village global. Et ce dont le succès international de Mad Max va témoigner. Non seulement au niveau du box-office, mais aussi de l'imaginaire social. Succès que l'on a pu analyser dans le contexte de la révolution conservatrice hollywoodienne, où le film s'est vite intégré, ayant parfaitement intégré les codes de la narration filmique à l'américaine, signe en soi de la globalisation du modèle. Le revival héroïque reaganien passe par un mâle blanc rebelle qui constate la faillite de la solution libérale de la législation étatique soft, c'était le Max Vigilant, et se parent du statut fondateur du cow-boy, auquel la persona de Reagan elle-même restera savamment attachée, s'élève comme protecteur et sauveur de l'ordre social menacé par des déviants sociaux, politiques, culturels et ou sexuels. Donc on voit à quel point ce qui a fait marcher cette nouvelle mouture de Mad Max, c'est sa refonte idéologique, le fait que ça permet d'être relu à la manière de tous ces grands héros reaganiens. Au moment où plusieurs hommes des classes laborieuses blanches affrontaient une instabilité économique croissante, faite de délocalisation et de déclin des puissances occidentales, ainsi que la contestation par différents mouvements, féminisme, civil rights, contre-culture at large, le fantasme d'un retour au temps mythique de la destinée manifeste, ressuscité par des héros virils, musclés et violents, faisait de l'entertainment reaganien un véritable exutoire. Et c'est assez paradoxal d'ailleurs que c'est au moment même où le western meurt comme genre hégémonique, conséquence fantasmatique pour certains critiques de la chute de Saigon, qu'il triomphe, affranchi de ses propres attaches historiques, sous forme post-apocalyptique. Comme s'il ne pouvait survivre qu'en tant qu'imaginaire de la refondation de la nation après le désastre, dans le retour à la wilderness, où les vrais hommes peuvent se ressourcer dans leur sauvageité congénitale, tout en réinventant la fable originale du capitalisme, celle de la Robinsonade. D'où la réitération obsessionnelle de ce scénario dans quantité d'œuvres. Et là, mais je pense qu'on a complètement tout perdu, le visuel, mais j'avais un tableau assez fou avec tout simplement la quantité de films qui vont être des pastiches, des reprises, des rip-offs de Mad Max suite à Road Warrior. C'est-à-dire que ce n'est pas le premier Mad Max qui crée une chaîne d'itération. Au contraire, le premier Mad Max s'inscrit lui-même, comme je vous montrais très rapidement, dans des itérations de certaines figures qu'il va cristalliser. Mais il ne donne pas lieu à des reprises. C'est vraiment Road Warrior qui est pris comme modèle mythopoétique. Et là, tout à coup, il y a vraiment une quantité hallucinante de films post-apocalyptiques. Ceux dont on a le plus retenu pour les amateurs de cinéma bis et de nanar, c'est tous les post-apocalyptiques italiens qui sont assez savoureux. Et si je peux juste aller peut-être sur YouTube rapidement. Ouais, en fait, on attend qu'ils viennent à la vie. Et mais bon, ça peut aussi faire l'objet tout tantôt, si vous voulez, juste qu'on s'amuse à regarder ça. Mais c'est vraiment assez hallucinant. Et en fait, c'est par ce biais-là de la viralisation, donc une viralisation d'avant Internet, et qui fonctionne d'une façon très, très différente. Mais c'est par le succès de toutes ces reprises, etc., que The Road Warrior va prendre ce statut de matrice culturelle. Et en fait, quand Mad Max va revenir en 85 avec Mad Max Beyond Thunderdome, il va prendre un peu le contre-pied de toutes ces itérations qui, elles, étaient fascinées par l'aspect précisément de négativité inhérent qui venait d'ailleurs du premier opus. Et les œuvres italiennes, par exemple, ont un véritable fétichisme de l'ultra-violence et la figure du héros
ne correspond pas du tout au pacte reaganien et du Road Warrior. Au contraire, on est presque dans un juste retour de balancier, ou juste retour des choses. Les Italiens se réapproprient Mad Max en sentant ce que Mad Max finalement devait à l'homme sans nom, donc de la trilogie de dollars de Sergio Leone. Et finalement, ce que les Italiens font, c'est du spaghetti western post-apocalyptique. Et donc, c'est assez intéressant de voir comment les genres se répondent les uns aux autres avec leurs influences. Les Italiens avaient parfaitement compris que Mad Max était un western post-apocalyptique. Et eux, ils se disent, ça, on peut le faire. Et d'autant mieux qu'il suffit d'avoir une dump quelque part, une carrière industrielle, et d'avoir quelques punks locaux et de les mettre sur des voitures bricolées. Et donc, ça a été une grande refonte, le dernier sursaut du cinéma d'exploitation italien. Mais Mad Max Beyond Thunderdome ne va pas du tout prendre cette route-là. Au contraire, il va s'intégrer carrément dans la vague Spielbergo-lucasienne, pour reprendre un terme des cahiers du cinéma, quand il parlait de Hitchcocko-Hocassien. Mais les Spielbergo-lucasiens, finalement, si Road Warrior correspond à la première mouture des blockbusters, avec cette première opération que fait Lucas de utiliser le monomythe pour créer un grand succès commercial. Là, on est en 85. Lucas et Spielberg ont entièrement modifié l'économie réelle et l'économie imaginaire de Hollywood. Et Mad Max Beyond Thunderdome va correspondre tout à fait à cette nouvelle étape. Alors, le schéma campbellien est non seulement réitéré, on va connaître exactement la même variation sur le monomythe, mais il acquiert une dimension messianique, faisant du fou de l'asphalte un Moïse de l'ère post-apocalyptique, voire un Jésus en cuir noir, selon les termes du co-scénariste Terry Hayes. Et donc, vous vous rappelez que Robocop avait été comparé aussi avec Jésus. C'est évidemment les Jésus ultra violents et des Jésus finalement beaucoup plus javéistes. Les Américains, les États-Unis sont plus finalement dans l'idée du Dieu vengeur que du Jésus des évangiles. Donc, héros sacré qui, menant le groupe d'enfants qui forment la tribu perdue vers leur terre promise, ouvre la fin des temps à l'horizon d'un nouvel espoir. Un guerrier solitaire à la recherche de son destin, une tribu d'enfants perdus attendant un héros. Dans un monde qui lutte pour la survie, ils affrontent une femme déterminée à gouverner. L'affiche, c'est les taglines de l'affiche originale, qui condense ainsi ce conflit aux accents oedipiens. La horde primitive des enfants prenant parti pour le père contre la mère castratrice qui veut s'y substituer. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que la troisième mouture, qui est là, on est dans la pleine logique d'une franchise, et elle connaît la transformation des franchises vers une forme, là, déjà consolidée, autour de ces coordonnées. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, très drôles, sur Anti-Entity, Tina Turner et tout ça. Il y a beaucoup d'analyses. Je vous envoie un petit peu au livre que j'ai écrit. Donc, mais ce qui est assez intéressant, c'est à la fois comment, là, on est dans une logique de globalisation. C'est un film qui s'adresse déjà à un public entièrement globalisé. On est dans une logique de reprendre des grandes figures comme les franchises ne vont arrêter de le faire, et le fait d'utiliser la reine du rock'n'roll était un emblème pour capitaliser son capital symbolique, et la transformation donc du schéma originel. Exilé au goulag, le terme est dans le contexte de réchauffement de la guerre froide, on ne peut plus éloquent, c'est un véritable goulag dont on parle. Max affronte une nouvelle ordalie campbellienne, affublé d'un masque de clown et chevauchant à rebours une monture errant à l'aventure. Il va tomber, au cœur de sa déréliction dans le Wasteland, sur la communauté édénique de ceux qui attendent. Cette bande d'enfants, menée par Savannah, figure maternelle qui s'oppose à Aunt-Entity, proche des fêtes des reines marâtres des contes, est formée par les fils des survivants d'un crash d'un Boeing 747. On reconnaît là le canevas du Seigneur des Mouches, mais l'anti-Robinsonade de Golding est éclipsé par le mythe rousseauiste du bon sauvage. Ironiquement, ce sont des enfants blancs qui l'incarnent, se substituant aux aborigènes, véritables absents de la saga, tout en s'accaparant plusieurs de leurs traits, comme si l'imaginaire encore colonial ne pouvait concevoir de communautés édéniques et élues que sous la forme de pionniers naufragés.
Livrés à eux-mêmes après le départ de leurs parents à la recherche de la civilisation, ils ont bâti un culte du cargo. Ils attendent le retour messianique du capitaine Walker, qui est censé les ramener dans le monde civilisé. Persuadés que Max est ce messie auquel ils rassemblent, trop familier des romans d'aventure coloniaux, ils lui demandent de le mener à la terre promise. Cet appel de l'aventure est suivi, comme de rigueur, par le refus initial du héros, qui, encore désenchanté, révèle aux enfants que le seul semblant de civilisation qui reste est la violente et corrompue Bartertown, les adjoignant à rester à l'abri dans leur oasis. Mais le destin héroïque l'attend et il devra endosser son rôle messianique, menant la tribu perdue dans sa quête à travers le désert, au-delà du dôme du tonnerre. Cette quête mènera le héros à détruire, dans une confrontation aux allures bibliques, la ville babylonienne. Et c'est un film qui change beaucoup par rapport aux codes initiaux, vous pouvez le constater. C'est un film qui va beaucoup jouer sur l'ambiguïté, une ambiguïté renforcée par la chanson, qui va là aussi dans une logique très classique des nouvelles franchises. C'est une chanson qui va faire le tour de la planète et qui va à la fois consacrer le succès du film et le succès du film va consacrer le succès de la chanson, We Don't Need Another Hero, qui est, contrairement au schéma de messianique qui domine le récit, une dénonciation de la guerre. Et donc c'est assez curieux parce qu'au fond, même si les deux fonctionnent, là on est dans le transmédiatique, même si la chanson se conçoit comme allant de pair, c'est une chanson originale composée pour le film et qui, en théorie, doit illustrer le propos du film. En fait, c'est une chanson qui est complètement à contre-courant idéologique du film qui est censé la déterminer. Mais ce n'est pas la première fois donc que l'on voit cette ambiguïté idéologique hollywoodienne. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment, dans les franchises, la logique transmédiatique peut faire que des occurrences d'un même univers peuvent prendre des positions idéologiques complètement opposées. Et en même temps, d'un point de vue commercial, c'est considéré comme n'étant pas important. C'est clair qu'il y a quelqu'un qui n'a pas vraiment fait attention à ce que les paroles de la chanson n'aient pas grand-chose à voir avec le message du film. Mais en même temps, c'est clairement quelque chose dont, d'un point de vue de franchise et commercial, on s'en fout parce que la seule chose, c'est que la chanson circule et si elle connaît des nouveaux publics, c'est encore mieux parce que ça peut emmener, etc., etc. Donc c'est finalement dans les interstices entre ces visées commerciales et les données mythopoétiques que se greffent les conflits d'interprétation à l'intérieur d'une même franchise. C'est par le fait qu'on peut aller chercher des choses très différentes dans les itérations. Et illustrant la loi exposée par Adrian Martin, l'ambiguïté, je cite, et l'instabilité de sens sont les moyens principaux par lesquels la culture pop maximise son potentiel d'audience et de commentateur. C'est pour ça que la culture pop est allergique aux œuvres à thèse et que chaque fois qu'on essaye de dire oui, Hunger Games, c'est la contestation contre la société capitaliste, etc., au fond, ce n'est jamais ça. C'est-à-dire que la culture pop ne peut pas fonctionner sur le modèle de la... quand elle essaye, en général, elle échoue. C'est par exemple quand elle essaye de faire de la propagande très claire. Le Pentagone fait ça sans arrêt, des trucs très militaristes, etc., etc. Puis en général, on voit que ça ne provoque pas vraiment de grands fandoms, des grandes sagas de militaires qui sauvent les États-Unis, etc. C'est souvent quand il y a l'ambiguïté et quand il y a de l'espace pour l'ambiguïté, de tous les ordres d'ailleurs, que les fans vont embarquer et que du coup la série va triompher. Donc d'un point de vue commercial, ce qui est assez paradoxal, c'est que de se cantonner à une idéologie stricte, même si nominalement les différents auteurs se proclament d'une certaine idéologie, finalement on voit que pour que ça devienne vraiment un succès pop et que ça devienne une franchise pop, il va falloir passer par l'ambiguïté et l'instabilité. Alors, ce qui est assez ironique aussi, c'est que la chanson s'avéra prophétique pour le héros Mad Maxien, We Don't Need Another Hero, parce qu'en fait, il va disparaître pendant 3 décennies. Mad Max va être congédié pratiquement par la chanson de Tina Turner. Comble de sa dégradation, Miller lui préférera pour la suite de sa carrière 2 héros animaliers, Babe le cochon et son corollaire Mumble, le pingouin de Happy Feet, qui, malgré leur commun recours au monomythe campbellien, se situent quand même très loin de la fureur sombre du guerrier de la route. Même si on pourrait peut-être faire un panel sur Babe le guerrier et Mad Max et quelles sont les possibilités de crossover. La cohorte d'imitateurs va toutefois lui survivre pour un temps, mais leur élan même est affaibli.
Condamnée à la répétition du cycle girardien de la violence qu'elle préfère à toute refondation, la Maxploitation ne peut que devenir une itération d'une série limitée de clichés et de plus en plus anthropique. Et d'ailleurs, j'avais un deuxième tableau aussi. Ah, on le voit carrément pas. J'ai été déplugué. Bon, c'est bon. Je pourrais si ça vous intéresse, je pourrais vous en dire 2 mots tantôt. Mais c'est aussi un peu la fin de toutes les expansions. Alors ici, il y a des amateurs amateurs et grands connaisseurs de jeux vidéo, de jeux de table, jeux de société, etc. Il y a eu une déclinaison énorme du merchandising Mad Maxien, mais ça va être aussi un petit peu les derniers feux. Donc des jeux de société tels que Car Wars, des jeux de rôle tels que Battle Cars, le français Bitume, qui était pas mal du tout d'ailleurs. Les livres dont vous êtes les héros, tels que le célèbre Freeway Fighter de Livingstone ou Freeway Warrior, les jeux vidéo, Match Rider, Road War 2000, quantité d'autres. En littérature, on ne compte même plus les littérations, la série très trash littéraire, très peu étudiée par les littéraires, Le Survivant, 27 volumes publiés entre 81 et 93, tirés à 5 millions d'exemplaires. Et qui donne lieu à tout un culte survivaliste assez dingue. Il y aurait vraiment des choses intéressantes sur le survivant, puis le Trumpisme et tout ça. Le look Mad Max, qui devient l'emblème d'une certaine postmodernité avec Jean-Paul Gaultier dans les arts de la scène, Full Adelshaus, dans les vidéoclips Dancing with Myself de Billy Idol, Wild Boy, comment? Oui, plein, Duran. Le Survivant de Johnny Hallyday, ça aussi, si vous voulez vous gâter. Et d'ailleurs, Hallyday est un héros d'un des pires nanars Mad Maxiens devant l'éternel. C'est une variation française sur Mad Max qui s'appelle Terminus de 87, je vous invite. Des fois, il apparaît sur YouTube. Et c'est assez drôle de voir Hallyday en Mad Max. Alors, il va falloir attendre la nouvelle vague post-apocalyptique marqué par le traumatisme du 11 septembre et le retour en guise de catharsis du réarmement fictionnel reaganien, pour que Miller revienne à la saga originale. Fait d'autant plus significatif qu'il se fait rare dans l'univers des franchises hollywoodiennes, celle-ci n'aura pas besoin de reboot, ni de remake, ni même tout simplement d'aggiornamento, de remise à niveau. Le film démarre en un moment indéterminé de la diégèse, faisant fi du hiatus de 3 décennies, preuve ultime que nous sommes toujours Mad Maxiens, plus peut-être que jamais. Qui aurait pensé, dans les années 70, que les gens seraient un jour nostalgiques de l'apocalypse, s'interroge avec son ironie caractéristique Miller. C'est que, comme l'avait déjà signalé Susan Sontag, je cite, « L'apocalypse s'inscrit maintenant dans une longue série. Non pas l'apocalypse maintenant, mais l'apocalypse à partir de maintenant. From now on. » Not apocalypse now, apocalypse from now. L'apocalypse est devenu un événement qui est à la fois en train d'arriver et de ne pas arriver. Alors, je ne sais plus si j'ai beaucoup de temps, parce que là, je ne me rappelle plus si j'ai commencé. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est aussi parce que c'est la plus connue, puis c'est celle sur laquelle nous avons le plus parlé, finalement, dans nos rencontres. Donc, Fury Road, qui a été très analysé, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment, finalement, Mad Max, du point de vue de la franchise, comment ça s'est vraiment réinventé 4 fois. Différemment, sur 4 modèles différents, et comment Fury Road en fait très paradoxalement de quelque chose qui a pu sembler complètement has-been après 3 décennies de disparition pratiquement, puis une disparition un peu honteuse par saturation de cet univers-là, par sa descente, sa dégradation en hypertrophie de clichés, les barbares sur les routes, etc., etc. Au fond, ce qui est assez surprenant, c'est comment Fury Road réussit complètement à refonder la franchise avec des choix dont on a beaucoup parlé un peu partout, des choix qui sont autant de la déconstruction, ou en tout cas de la problématisation du modèle originel, notamment avec tout ce qu'on a pu souligner sur la féminisation de la fonction héroïque, etc., mais aussi la fidélité totale à cet univers. Donc comment Miller a réussi véritablement ce pari difficile, donc de donner une impression d'extrême novation. Je pense que c'est un des films, du point de vue du cinéma d'action, c'est à nouveau une vraie réussite. Vous avez pu voir un peu en germe. C'est un grand réalisateur qui a été
pratiquement conspué par la critique. Miller, contrairement à plein d'autres, tels que Cronenberg, Carpenter, etc., des auteurs de genre à l'origine qui ont été vraiment beaucoup étudiés par la critique, beaucoup sollicités, tout ça, Miller n'a jamais été traité comme un auteur. On a toujours considéré que Mad Max était resté cantonné à une sorte de truc un peu trashy, etc., alors que Miller est un grandissime réalisateur et que de cinéma d'action, évidemment, dans ce genre-là. Mais on voyait bien dans l'introduction qu'on a réussi quand même à voir cette sorte de kinétique incroyable que dans Fury Road et devient absolument virtuose, en combinant d'ailleurs tout le savoir-faire de ce cinéma de cascade, très physique, très réel, etc., avec les possibilités nouvelles du post-cinéma, etc., etc. Et bon, tout simplement pour bâcler la fin, de dire que c'est la véritable refondation. On annonce 3 nouveaux ajouts à la saga. Le premier intitulé significativement Wasteland, qui vont sans doute emmener son nouveau lot de contrefaçons et de pastiches, processus déjà amorcé par un film de nos amis québécois, Turbo Kid, donc, qui est une extraordinaire synthèse de la tranche nanardesque de la Mad Max Exploitation, beaucoup plus que de l'original, mais en même temps avec une grande compréhension, un grand amour de l'exploitation et aussi une grande compréhension du monomythe et du fonctionnement du monomythe. Donc Turbo Kid est aussi une nouvelle synthèse. La preuve donc que l'apocalypse continuera à être encore pour longtemps motorisé. Merci.